Et on va avoir aussi un moment où on va vraiment interagir pour échanger sur les présentations qu'on aura eues. Après, il va y avoir une petite enquête qui fait partie de la préparation et de l'évaluation de notre webinaire. Après, ça, on va conclure notre séance. Donc, selon vous et dans le contexte africain, les pharmaciens font face à des enjeux, à différents enjeux pour gérer et prévenir les infections des maladies tropicales. À chaque fois qu'on parle d'enjeux, il va falloir qu'on essaye d'extraire aussi les solutions possibles. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier Sanofi de nous soutenir sur ce webinaire. Voilà, ceci nous permet de pouvoir partager ces informations essentielles avec nos membres actuels et nos futurs membres. Merci beaucoup à la communauté Sanofi et nous espérons que notre collaboration va continuer. Donc, notre webinaire ne tombe pas du ciel. Donc, ce webinaire a été organisé sur base des résultats des enquêtes de notre dernier webinaire. On voudrait vraiment souligner le rôle des pharmaciens dans la prévention, gestion de maladies infectieuses et tropicales. Donc, voilà les résultats de la dernière enquête, parce que les pharmaciens ont exprimé leur intérêt dans différentes thématiques, mais surtout sur la question 6, la plupart étaient intéressés par le sujet des maladies et des infections tropicales qui sont jusqu'à ce jour négligées. Nous espérons que vous allez vraiment passer un moment important. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires dans la messagerie et surtout partager vos avis sur la manière d'améliorer notre démarche ou notre animation au sein de la communauté. Donc, selon les résultats de l'enquête, on a rédigé un programme avec des objectifs d'apprentissage pour le webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment d'améliorer les connaissances des pharmaciens dans la gestion et la prévention des maladies tropicales dans la région à l'Afrique, mais aussi partager aussi des cas pratiques de différents pays en rapport avec les politiques, les soins pharmaceutiques et la prestation des services, la santé numérique, mais bien sûr aussi euh, les infections dans, sur le continent africain. Bien sûr, on veut aussi améliorer le rôle des pharmaciens dans la gestion et la prévention des maladies infectieuses et maladies tropicales infectieuses. Alors, on passe à la prochaine diapo. Aujourd'hui, c'est notre premier intervenant, c'est Dr. Mifin Mondou, le directeur de React Africa. Et puis, il a une expérience vaste et large sur le continent africain et au niveau international. Donc, sans trop tarder, je vais inviter Dr. Mifin Mondou pour présenter. Vous êtes le bienvenu à ce webinaire. Il me semble que le docteur Martin doit avoir des petits soucis de connectivité.
Docteur Murphy, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Peut-être vous pouvez désactiver votre vidéo pour faciliter la bande passante. Voilà, donc on va essayer d'analyser le rôle des pharmaciens dans la prévention et la gestion des maladies tropicales infectieuses. Donc, elles sont définies comme des maladies communicables qui peuvent proliférer dans différentes situations, mais dans ce groupe en particulier, on va parler des parasites chroniques, les bactéries et les infections virales. Et bien sûr, ces maladies ont un impact négatif sur le développement de l'enfant, les grossesses et qui affectent bien entendu aussi la situation économique. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la population la plus affectée, c'est la population d'Afrique en Asie centrale et dans les pays de l'Amérique latine qui vivent en dessous d'1,25 $ par, an, par jour. Et bien sûr, ils n'ont pas accès aux médicaments, aux vaccins. Voilà, je peux citer le cas du chikungunya, dengue, la lèpre, ainsi de suite. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, l'enjeu des inégalités en matière de soins de santé, aujourd'hui, quand il y a des patients à l'hôpital, 10% sont issus des pays en pays de développement. Et si on analyse aussi, par exemple, les niveaux des diagnostics qui restent fiables, un tiers de la population, en gros, pour les conditions les plus courantes, on remarque que à hauteur de 45%, les processus n'ont pas été suivis comme il doit. Et puis aussi, on parle ici aussi au taux de mortalité qui reste très élevé dans ces pays. Donc, dans le contexte africain, bien sûr, il y a un taux élevé de maladies infectieuses et ceci s'explique aussi par une population qui augmente et qui sera à hauteur de 2,5 milliards d'ici 2050. Voilà, on fait face au sida, méningite, le choléra, tuberculose, hépatite, mais aussi on a vraiment une population vivant dans des conditions de pauvreté extrême, sans facilité et sans infrastructure. Désolée, je pense qu'il a des problèmes de connexion, on l'a perdu. J'ai l'impression qu'il a le docteur Mappin, il a des problèmes de connexion d'Internet. Il a évoqué au début qu'il a dit, c'est que sa connexion n'est pas optimale en ce moment. Il est complètement déconnecté, donc peut-être on peut lui accorder quelques minutes et puis s'il n'arrive pas à se connecter, on peut peut-être inviter le prochain intervenant. Entre-temps, on peut peut-être lire la présentation. Toutes nos excuses, chers collègues. Donc, il y a beaucoup de communautés dans ces pays à moyen revenu
sans infrastructure, sans électricité, sans service d'assainissement. On a à peu près 400 millions dans l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès même à l'eau potable. Les maladies comme la diarrhée sont très fréquentes et très présentes dans ces sphères suite au manque d'infrastructures essentielles de base. Là, j'ai l'impression qu'il est de retour. Désolée, ma connectivité vraiment n'est pas optimale. 660 millions de peuples, de gens n'ont pas accès à l'eau potable. 1 sur 8 personnes font leurs besoins en pleine nature, n'ont pas accès aux toilettes. Et souvent, on va retrouver ces situations en Afrique subsaharienne. Et bien sûr, une mauvaise nutrition combinée avec le manque d'eau potable, il y a beaucoup de chances justement de pouvoir contracter ces infections, et ces infections vont bien sûr jouer un rôle clé dans la stigmatisation, et les gens, les peuples vont devenir de plus en plus pauvres et donc plus marginalisés. AMR, ou la résistance antimicrobienne, mais la prévalence ou la fréquence de cette résistance euh, sur les dernières études démontre qu'en 2019, 255 000 morts ont été causées, en tout cas, ont été causées par la résistance antimicrobienne, et surtout chez les enfants, où un, une mort sur 5 chez les enfants meurt avant leur 5e anniversaire suite à la résistance antimicrobienne. Encore une fois, selon les résultats, 1,27 million de morts supplémentaires sont liées à cette résistance. Et bien sûr, cette résistance occasionne plus de morts supérieures aux morts occasionnées par la malaria et le sida. Et donc, aujourd'hui, on constate que dans l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest, il y a vraiment beaucoup de morts, de cas liés à la résistance antimicrobienne. Donc, voilà, le contexte nous renvoie quand même à un rôle en tant que pharmacien. Donc, les risques liés à la résistance antimicrobienne creusent de plus en plus d'inégalités. Et bien sûr, les groupes les plus vulnérables restent les femmes, les enfants, les migrants et les réfugiés. Et puis, là, cette résistance continue d'augmenter la stigmatisation chez les gens infectés par ou contaminés par ces maladies. Donc, cette résistance antimicrobienne reste un cycle vicieux, parce que concrètement, les gens pauvres sont beaucoup plus exposés à ces maladies infectieuses, et on a ce cercle vicieux qui nous démontre que les gens pauvres vivent dans des conditions qui les exposent plus à, à des situations d'attraper ces maladies, et plus ils vont dépenser pour pouvoir avoir accès à ces médicaments, ils vont devenir plus pauvres, puisqu'à la base, ils n'ont pas des moyens. Donc aujourd'hui, la fourniture, on va dire, des médicaments, enfin le rôle traditionnel des pharmaciens, plutôt, c'est vraiment de prescrire les médicaments, même si c'est un peu c'est illégal. Euh, Voilà, donc ils prescrivent, ou en tout cas, ils prescrivent les médicaments alors que c'est illégal, dispensation des médicaments, ils assument le rôle de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, et de temps en temps aussi, ils jouent un rôle ils attribuent, ou ils jouent le rôle d'agents de vaccination, dans des rares des cas. Donc aujourd'hui, les pharmaciens
joue aussi un rôle chez le patient de pouvoir vraiment fournir un rôle efficace de lutte contre les risques liés à la résistance antimicrobienne. Mais certains des rôles que moi et vous peuvent jouer dans la gestion et la prévention des maladies tropicales infectieuses. Donc aujourd'hui, on peut vraiment essayer de promouvoir la santé des populations. Ici, il s'agit vraiment d'analyser les indicateurs de la santé. On peut vraiment jouer un rôle en élaborant, en essayant vraiment de prévenir ces maladies dans nos lieux de travail, au sein de nos institutions, nos communautés, et puis vraiment essayer de porter cette tutelle, cette intendance pharmacologique dans la prévention et la gestion. Bien sûr, on peut aussi contribuer dans l'élaboration des politiques sanitaires et surtout en essayant d'échanger, avoir des dialogues avec les leaders communautaires et les autorités. Mener des actions de plaidoyer dans le cadre juridique réglementaire pour pouvoir prévenir et gérer les maladies infectieuses, on constate que la plupart des souvent, les pharmaciens ne font pas partie de ce processus et pourtant, ça pourrait vraiment promouvoir la santé publique. On devrait participer à tous ces programmes de santé publique, mais aussi initier les campagnes de sensibilisation, de dissémination dans l'information et même aller jusqu'à la formation des populations et s'assurer vraiment, utiliser, en tout cas, essayer de capitaliser sur l'épidémiologie ainsi que le suivi toutes ces techniques qu'on a acquis pour pouvoir réduire les risques auxquels font face nos populations. Donc voilà, le rôle un peu plus élargi des pharmaciens dans le cadre de la santé publique, dans la prévention et gestion des maladies infectieuses tropicales. Donc je vais être rapide. Nous avons, par exemple aux États-Unis, les pharmaciens ont maintenant un rôle beaucoup plus avancé. Ils sont plus dans la gestion thérapeutique. Donc, voilà, ça veut dire que, par exemple, ils vont réexaminer les thérapies. Est-ce que ces thérapies ou ces médicaments sont alignés avec la régulation? Est-ce que c'est aligné avec la politique sanitaire, la gestion des maladies? Ils vont beaucoup plus loin, même dans la gestion des anticoagulants et dans les services cliniques, le suivi, mais ils jouent aussi un rôle important dans la prévention des maladies en se focalisant sur la vaccination. Et aujourd'hui, les pharmaciens vaccinent à hauteur de plus de 10%. Et puis aussi, ils gèrent des maladies liées, des conditions liées au cholestérol et beaucoup de maladies. L'autre rôle que les pharmaciens peuvent aussi jouer, ils peuvent être investis, s'investir en tout cas dans la recherche et le développement, vraiment en se focalisant sur les priorités. On n'a pas de nouveaux antibiotiques et aujourd'hui, il faut vraiment s'investir dans la biotechnologie pour pouvoir pardon, sa connexion n'est pas bonne. En tout cas, essayer de trouver une solution innovante pour des antibiotiques. Par exemple, nous pouvons, par exemple, promouvoir des nouveaux antibiotiques, par exemple. Je vais donner l'exemple de Gepotidacane parce que dans les essais cliniques de traitement de la gonorrhée, pour le traitement des infections urinaires, reste une innovation. Alors, désolé, sa connectivité est interrompue. Alors, sur la chaîne d'approvisionnement, quel est le rôle du pharmacien? Donc,
Vraiment notre rôle, bien sûr, c'est sur la recherche, le développement, les essais cliniques, la fabrication, l'utilisation et puis vraiment s'assurer que la source d'approvisionnement est optimale et qu'on n'a pas de rupture de stock. Les antibiotiques qui sont utilisés aujourd'hui dans le traitement des infections, vraiment à jouer son rôle de tutelle ou de l'intendance pharmaceutique, dans ce contexte-là. Donc, la prestation ou les soins pharmaceutiques, aujourd'hui, on est dans un monde numérisé et ici, on peut avoir recours à différentes applications. Par exemple, s'il y a l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital ferme, mettons, à 18 heures, ils peuvent peut-être avoir recours à une télépharmacie qui peut analyser les ordonnances et qui peut livrer par la suite les médicaments. Et bien sûr, c'est une façon vraiment de consolider aussi nos systèmes technologiques et nos systèmes informatiques parce que dans certains pays, par exemple, vous pouvez vraiment utiliser les technologies de type drone pour pouvoir livrer les médicaments. Et bien sûr, les applications mobiles peuvent jouer un rôle de rappel chez les patients pour qu'ils se rappellent du moment où ils doivent prendre leurs médicaments. Et donc, c'est un rôle que peuvent jouer aussi les pharmaciens. Donc, pour conclure, donc, le rôle du pharmacien est en train d'échanger, d'évoluer dans le contexte africain et pour réussir, on a besoin vraiment des compétences et de la spécialisation en matière de santé publique. Nous avons besoin des pharmaciens qui vont se spécialiser dans les maladies infectieuses tropicales, et surtout, surtout aussi les maladies transmissibles, tropicales transmissibles qui sont aujourd'hui négligées. Il faut vraiment on s'investisse dans la pharmacologie. On a vraiment besoin de se réimaginer et de changer complètement les curriculums de formation dans les universités pour pouvoir intégrer la composante des maladies infectieuses tropicales auxquelles on fait face au quotidien. Nous devons être à mesure euh, vraiment répondre à ces enjeux en élargissant son rôle et en ayant plus de pharmaciens investis dans la recherche, la biotechnologie, pour pouvoir s'assurer que tout ce qui touche à la résistance à la démarche antimicrobienne est en train d'avancer et de progresser. Et bien sûr, le pharmacien aussi devrait être en mesure aussi de pouvoir vacciner, comme c'est le cas dans d'autres pays développés. C'est vrai que les pharmaciens devraient être plus impliqués dans les rôles, dans la recherche et les essais cliniques, mais surtout en jouant un rôle de plaidoyer dans nos sociétés. Et puis, en tant que membre du FIP, est vraiment essayer de disséminer et d'élargir notre rôle dans nos pays d'intervention. Et bien sûr, la nature de ces maladies tropicales infectieuses, il y a de nouvelles infections qui nécessitent de s'approprier vraiment des solutions numériques qui pourront nous accompagner et nous aider dans nos soins pharmaceutiques, mais aussi qui nous permettront de pouvoir prévenir la plupart des infections. Donc, avec cette présentation, vraiment, je crois sincèrement que nous avons, pardon, un rôle clé euh, j- pour pouvoir prévenir et gérer les maladies tropicales infectieuses. Merci beaucoup et je suis vraiment désolée pour mes soucis d'Internet. Merci. Merci beaucoup, docteur Melvin, de votre présentation. Il y a beaucoup, effectivement, mais on n'a pas suffisamment de temps pour tout couvrir parce que les informations dont on a besoin pour pouvoir améliorer notre rôle et améliorer nos services en tant que pharmacien, vraiment, il y a beaucoup à faire. La recherche, le développement, l'éducation des patients, le suivi, l'approvisionnement, il y a beaucoup qu'on peut faire en tant que pharmacien pour s'assurer que
les médicaments sur le marché peuvent avoir vraiment des résultats clés et positifs chez nos patients. Aujourd'hui, enfin, à ce moment, on va passer à une petite enquête. Il y a la version française et la version anglaise. Donc, c'est une petite enquête. On vous invite à, à répondre aux questions qui sont affichées. Merci. Ceci va vraiment nous aider à pouvoir mieux élaborer, personnaliser les programmes qui restent, qui se veulent plus significatifs et pertinents pour nous. Donc, pour la première question, 84% sont d'accord qu'il y a un mauvais usage des traitements anti-infection.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette enquête. Donc, ces résultats vont vraiment nous guider sur les prochaines étapes. Donc, professeur Arinola Joda, la faculté de pharmacie à Lagos, au Nigeria, c'est une membre active du BIP et aujourd'hui, c'est le secrétaire général adjoint et éditrice euh, du magazine Forum africain des pharmaciens. Docteur Arinola, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. On passe à la diapo suivante. Merci beaucoup d'être tous présents. Vous avez déjà eu pas mal d'infos de la part de docteur Marine Pond. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Donc, dans ma présentation, je vais parler des infections, des maladies infectieuses les plus courantes au Nigeria. Et bien sûr, je vais parler un tout petit peu de notre politique de santé. Après, je vais parler du rôle des pharmaciens au Nigeria et puis je vais conclure. Donc, en tant que pharmacien, peu importe notre pratique, nous avons un rôle vraiment à jouer pour prévenir, gérer et même traiter les infections, les maladies infectieuses. Donc, malgré tout, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'obstacles dans notre pratique en tant que pharmacien, pas seulement au Nigeria, en Afrique, mais partout au monde, même dans les pays les plus développés. Malgré ces éléments qui peuvent nous démotiver, mais nous avons un rôle et une responsabilité de fournir des soins, en tout cas d'accompagner les soins, parce qu'on a été formés. Donc, est-ce que vous pouvez augmenter votre volume, s'il vous plaît? Nous avons un rôle à jouer parce que on occupe une position, en tout cas un poste assez particulier et unique dans nos sociétés. Est-ce que maintenant, là, ça va au niveau du volume? Vous m'entendez? Nous sommes bien positionnés parce qu'on est bien formés. On est plus près des communautés et des patients. Nous sommes vraiment ancrés dans les communautés. Nous connaissons nos clients, nous connaissons leurs problèmes et nous savons comment les accompagner et les aider. Et d'ailleurs, les études ont démontré que les pharmaciens vraiment sont les plus accessibles dans le monde des soins médicaux. Nous avons une expertise dans la dispensation des médicaments, les traitements, la prévention et la gestion. Alors, les infections courantes, donc bien sûr le paludisme ou la malaria, donc ça reste vraiment un problème qui nous affecte au Nigeria et la plupart des pharmaciens aujourd'hui dans mon pays ont vraiment des moyens innovants pour gérer le malaria. Donc, la typhoïde, les infections urinaires, tuberculose, le sida, Ebola, et bien sûr les virus, la fièvre Lassa, ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment des infections courantes qu'on a au quotidien au Nigeria et on est confronté à leur gestion. Aujourd'hui, la politique sanitaire du Nigeria sur les maladies communicables ou transmissibles. Donc, aujourd'hui, on va parler des causes majeures
de ces maladies. Aujourd'hui, on parle de 66% des maladies communicables et les plus mortelles. Donc, voilà, le paludisme ou la malaria, les infections respiratoires, la diarrhée, la tuberculose, euh, d'autres maladies tropicales négligées, la rougeole. Voilà, donc vraiment 66% du 66% de ces maladies constituent le taux le plus élevé de mortalité. Et bien sûr, les plus prévalentes, ce sont les maladies communicable. Je me rappelle d'une époque où en Nigérien, on disait que les maladies communicables n'étaient pas du tout notre problème, mais aujourd'hui, maintenant, on a des maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies chroniques. Aujourd'hui, vraiment, le taux augmente et bien sûr, d'autres MC qui incluent les, euh, les troubles mentaux, la malnutrition. Mais une autre catégorie, peut-être que je peux citer, c'est vraiment les complications liées aux grossesses. Et bien sûr, tout cela sont compliqués par les infections au quotidien. Donc, l'article 4.12, cet article parle de la prévention et le contrôle, le suivi des maladies communicables. L'idée ici étant, en tout cas, l'objectif était de réduire euh, la présence de ces maladies. Ici, pourquoi j'en parle? de, il y a, c'est juste pour souligner que cette charge ou ce fardeau des maladies communicables, nous, en tant que pharmaciens, on est capable d'apporter des solutions, on est capable de jouer un vrai rôle en essayant de promouvoir le changement des comportements, promouvoir une approche de contrôle sur les maladies communicables, réduire le fardeau lié à la prévalence du palu, ainsi de suite. Alors, je vais revenir un peu quand même sur des rôles beaucoup spécifiques des pharmaciens. Donc, j'ai essayé vraiment de les approcher en fonction des différents domaines de pratique. Alors, aujourd'hui, la plupart des pharmaciens sont vraiment, ils donnent des conseils à leurs patients pour les mesures à adopter pour éviter la transmission du palu, par exemple, sur les maladies sexuellement transmissibles, euh, bien sûr, les mesures d'hygiène ou les pratiques hygiéniques, et puis aussi les, les vaccins, par exemple, tout récemment, l'immunisation contre le COVID, parce que vraiment, la plupart des pharmacies au Nigeria pendant la pandémie ont été utilisées comme des centres de vaccination. Et bien sûr, les pharmaciens jouent un rôle important dans le diagnostic des maladies comme l'hépatite, le sida, le VIH, la tuberculose, dépistage de toutes ces maladies. Et bien sûr, le conseil, c'est un rôle important qu'occupent les pharmaciens parce que l'idée ici, c'est de s'assurer que tous ces patients qui, par exemple, sont affectés par le VIH-Sida peuvent prendre leurs médicaments à temps parce que ça reste un traitement quand même à long terme. Donc, vraiment, les pharmaciens sont impliqués dans le processus de les encourager, de les accompagner pour s'assurer vraiment qu'ils adhèrent, ils adoptent leur traitement ou leur cure, même pour les maladies comme la malaria. Euh, et bien sûr, associé à ces traitements et à ces prises des médicaments, créer un environnement propice, c'est-à-dire manger correctement, manger à temps pour que les médicaments puissent agir. Donc, le rôle des pharmaciens au sein de la communauté dans les hôpitaux, donc la chimioprophylaxie, voilà, leur conseiller pour, par exemple, je sais pas, ils vont
comment se prévenir quand ils ont ce traitement chimio-prophylaxie, peut-être chez les femmes enceintes, en fonction de leur immunité, les patients qui souffrent des maladies, d'autres maladies ou qui ont d'autres conditions, en tout cas de les accompagner vraiment sur ces composantes. Et bien sûr aussi le rôle de nos recommandations par rapport aux ordonnances médicales des patients, mais aussi on leur conseille en fonction des symptômes qu'ils présentent, qui ont été identifiés. On se rend compte que quelque part, on fait une forme d'évaluation. La plupart des traitements, par exemple, le patient, il vient sur ordonnance. Par exemple, arriver chez le pharmacien ou la pharmacienne, ils vont avoir vraiment un guide étape par étape, des questions à leur poser pour vraiment savoir s'ils peuvent, comment les accompagner, s'ils vont leur conseiller d'aller à l'hôpital. Par exemple, un patient qui va arriver avec des symptômes qui pourraient être associés, par exemple, aux maladies sexuellement transmises, et puis vous vous rendez compte que peut-être cette personne peut-être a avorté récemment, peut-être qu'il y a une inflammation et que cette situation doit être plutôt gérée par l'hôpital. Donc, que vous utilisez une approche algorithmique ou une autre approche, vraiment, d'une manière ou d'une autre, les pharmaciens se retrouvent dans ce rôle de recommandation. Alors, malaria. Maintenant, c'est la nouvelle stratégie au niveau national. En tout cas, ça fait partie des critères. Donc, sur la stratégie 2014-2020, tant que le patient a la malaria, normalement, tout de suite, les patients embarqués sur un traitement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de palu, mais aujourd'hui, l'approche est différente. Donc, c'est vraiment de s'assurer que d'abord, il y ait un vrai test de labo pour confirmer que c'est bien le palu ou la malaria avant le traitement. S'assurer aussi qu'ils utilisent des antimicrobiens de manière efficace et consciencieuse parce qu'il y a une résistance croissante et les pharmaciens, leur rôle est donc vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans l'usage ou l'utilisation des antimicrobiens. L'une des questions la plus posée, par exemple, un patient qui va demander des antibiotiques sans prescription ou sans ordonnance, c'est vraiment des cas réguliers. La recommandation qui nous a été donnée, c'est de vraiment s'assurer que ce patient a besoin de ces antibiotiques ou pas. Et bien sûr, des préparations impromptues et la préparation des médicaments, s'assurer que les dosages sont adaptés en fonction de l'âge, par exemple chez les enfants, s'assurer de leur statut, pour vraiment être sûr que les médicaments qui sont proposés, qui sont dispensés vraiment ne sont pas contre-productifs ou en tout cas s'assurer qu'ils sont sûrs, s'assurer de la sûreté de, de, des patients qui vont prendre ces médicaments. Donc, l'autre rôle aussi que jouent les pharmaciens, c'est que au Nigeria, les pharmaciens jouent un rôle de transfert, de référent, de transfert vers l'hôpital. Par exemple, ils ont traité un patient, il n'y a pas d'amélioration et qu'il n'y a pas vraiment de résultat et que le patient, quand même, ou quand un patient se présente avec vraiment des symptômes qui sont hors de votre portée en tant que pharmacien, c'est vraiment de pouvoir trouver une solution pour l'accompagner, en tout cas pour le référer à l'hôpital. L'autre élément aussi, c'était la télépharmacie. Ici, je parle des outils numériques qui permettent non seulement de pouvoir identifier ceux qui sont pour pouvoir identifier les différents corps, identifier ceux qui ont besoin des médicaments, mais aussi ceux qui ont des cas particuliers, par exemple, qui ont
des conditions de comorbidité et de pouvoir leur conseiller, en tout cas, pour mieux cibler leurs services. Et peut-être que cela pourrait tomber dans la catégorie des maladies non communicables, mais aussi c'est d'aller un peu plus loin pour comprendre comment ils utilisent l'anti-infectieux. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de médicaments ou plutôt autre chose? Après, l'urgence aussi. On est toujours un peu dans un contexte pandémique, hein. On ne sait pas vraiment s'il va y avoir de recrudescence. Donc aujourd'hui, on essaye de se préparer pour être sûr qu'on soit mieux préparé en cas d'une nouvelle pandémie ou en cas de recrudescence de la pandémie. En plus, l'industrie, la communauté, l'industrie pharmaceutique, donc s'assurer que les médicaments sont disponibles. Évidemment, la pandémie a eu un impact terrible sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, le rôle des pharmaciens aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'ils ont des médicaments qui soient accessibles à leurs clients. Et puis, ils étaient aussi restent responsables de s'assurer que les médicaments sont disponibles et sont génériques et qu'ils sont accessibles financièrement. Donc, côté documentation, les recherches, essayer vraiment de documenter tout parce que on sait très bien que si on ne documente pas, on aura du mal à évaluer un peu plus tard. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir euh, garder, arriver à documenter. Je vais parler des facteurs de motivation, des éléments de motivation. Donc, bien sûr, on a un rôle à jouer, mais on a besoin aussi d'être motivé. Par exemple, au Nigeria, aujourd'hui, les pharmacies jouent aussi un rôle des centres de premiers soins. Ils peuvent vacciner, mais une fois qu'ils ont été formés, et puis c'est pas que ça ne concerne pas tous les vaccins, et puis aussi, en Nigérien, on essaie de reconnaître le rôle des pharmaciens en tant que des professionnels aussi de la santé publique. Et bien sûr, l'accès d'apprentissage, d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences à travers la formation et la certification. Et bien sûr, la rémunération. Pour conclure, nous sommes justement pharmaciens, nous connaissons nos rôles, mais nous avons besoin d'être accompagnés d'aide du gouvernement, des organisations nationales ainsi que des organisations internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Arola. Merci de votre présentation. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur notre rôle en tant que pharmacien. Je suis désolée, on a dû vous interrompre, mais avant d'inviter la prochaine présentatrice, la docteur Nathalie Chalat, pharmacienne, et qui elle est pharmacienne, mais elle était infirmière à la base. Et elle fait son doctorat maintenant en pharmacologie. Bienvenue, docteur Nathalie. Euh, je dis souvent qu'on a une équipe multidisciplinaire à plusieurs casquettes, en étant infirmière et pharmacienne. Merci beaucoup, Jocelyne et chers collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup encore une fois. On peut avancer. Donc, je vais juste vous parler des activités qu'on a fait en Afrique du Sud et quels sont nos rôles futurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prédire le futur en termes de anti-résistance antimicrobienne? On a un langage un peu châtié, mais aussi essayer de comprendre ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, depuis les années 97, en Afrique du Sud. Donc voilà, ce qu'on a fait en Afrique du Sud, on a publié cette étude qui a étudié les enjeux,
la plupart des enjeux aujourd'hui, mais les enjeux dans le futur. Donc, même si tout le monde est au courant qu'il y a cette résistance antimicrobienne, l'OMS a joué un rôle, ou en tout cas exprimé les points clés sur les stratégies nationales pour pouvoir déployer ces stratégies et surtout ce qui a été identifié, c'est vraiment le manque d'expertise. Euh, on n'a pas les systèmes en place, on n'a pas les mêmes ressources comme dans d'autres pays. L'un des mécanismes, c'est ce qu'on n'a pas vraiment tenu en considération, c'est ces événements surprenants qu'on n'a pas du tout analysé. Par exemple, euh, la promiscuité de ces événements, par exemple, entre les euh, alors, peut-être c'est un cas assez qui prête à confusion parce qu'il y a beaucoup d'événements surprenants, ou en tout cas des maladies émergentes. Ben, il va falloir savoir que vraiment, il y a beaucoup de changements dans le cadre de les tendances pharmaceutiques. Donc, en Afrique du Sud, représente une grande population. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on se focalise sur le secteur de la santé. On essaye vraiment de s'éloigner de ce qui est géré par le secteur privé. On essaie de se rapprocher plus du secteur public. Donc, à notre stratégie, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de liens. Vous pouvez aller visiter après. Donc, notre stratégie nationale, on a défini des objectifs qui sont en ligne avec les recommandations de l'OMS, mais aussi en ligne avec ce qui se déroule sur le continent africain, mais en particulier en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est ça notre cadre de travail. Donc, on a identifié que la communication et l'éducation restent deux composantes clés. Bien sûr, on voulait regarder tout ce qui est le suivi, l'intendance antimicrobienne, la prévention, tout en parlant bien sûr de la prévention et du contrôle de la vaccination, mais surtout l'éducation et la communication, mais évidemment qu'il faut une bonne gouvernance et analyser aussi l'impact de cette du ratio antimicrobienne. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment les données, mais les données issues du secteur de la santé publique, mais on a utilisé les documents papier, on a analysé ces données dans notre pays. Par exemple, pour l'approvisionnement de la pénicilline, on n'a pas vraiment le moyen de savoir parce qu'on n'a pas des données en ligne. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'analyser ces données, on a essayé de les traduire, en tout cas de les comprendre sous un angle marketing. Donc, on a, comme vous pouvez le constater, sa connexion est un peu hachée. D'une manière générale, ce qu'on a constaté, c'est que l'utilisation antimicrobienne a été réduite à moins de 2%. Donc, on va comparer entre le secteur privé et le secteur public et le secteur privé. Il y a l'utilisation des antimicrobiens était à hauteur de 11%, mais aussi il y a une augmentation de l'utilisation des autres antimicrobiens. Donc, avec ces analyses, par exemple, en lisant les chiffres dans le secteur privé et des ventes, on va constater, essayer d'extraire, en tout cas d'en déduire les informations. Nous savons très bien, par exemple, qu'il y a une grande proposition de lutte, que la plupart de la résistance antimicrobienne vient aussi du secteur agricole. Ce que le secteur agricole a fait, c'est ils ont vraiment arrêté l'usage de la colistine parce que nous avons constaté qu'il y a des éléments, des contaminants
qui sont transmissibles de l'animal vers l'humain. Et c'est vraiment très important de tenir en compte puisque on peut vraiment travailler dans le secteur humain tant qu'on veut, mais il va falloir vraiment qu'on intègre aussi le secteur agricole ou l'aspect ou les parties du secteur agricole. Donc, dans cette étude, on a aussi extrait aussi que l'usage de la collestine est un grand problème en Afrique du Sud. Et puis, on a décidé de créer une plateforme. Donc, tout le monde peut avoir accès à cette plateforme de santé numérique de l'OMS. Nous savons très bien que, par exemple, que euh, chaque personne a 1,6% de présence antimicrobienne. Peut-être on pourrait les utiliser comme un indicateur de suivi. Donc, nous utilisons la santé numérique, on va dire que c'est le gros éléphant, et avec différents éléments, et on a décidé de se focaliser sur le santé numérique ou en ligne. On a essayé de voir ce qui est possible et qui est réalisable dans notre pays et qu'on peut pérenniser. Donc, ce qu'on a fait avec le santé en ligne, on a disponibilisé une application. On a d'abord déployé dans une région pour pouvoir d'abord analyser les résultats et une fois qu'on a remarqué que l'outil était efficace, on l'a élargi sur d'autres régions. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, cette application vraiment est disponible et facile d'accès. Chacun peut y avoir accès avec les identifiants. Et puis, donc voilà, après, on l'a testé au niveau national. Et puis, une partie de notre étude, c'est qu'on a aussi travaillé avec les hôpitaux de district et d'autres acteurs de santé. Et puis, on l'a aussi associé à l'enquête de prévalence ponctuelle sur les modèles d'utilisation des antimicrobiens. Ce qui était surprenant, il y avait une augmentation de l'utilisation de tonézol qui joue un rôle important dans la résistance. Comme vous pouvez le constater, la majorité en fonction des catégories, donc vous pouvez aussi analyser en fonction des médicaments. Nous avons constaté en lien avec ce qui est utilisé dans les soins d'urgence, mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que, donc c'est les résultats au sein des communautés, on a eu accès à diverses données, on a utilisé des indicateurs qualité qui vous indiquent si ceci est correct ou pas dans le PPS ou dans cette enquête de prévalence ponctuelle sur les méthodes d'utilisation des antimicrobiens. Donc voilà, toutes les composantes de l'intendance antibiotique. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Voilà. Notre ministère de la Santé fait partie de cette démarche aussi. Et bien sûr, on a impliqué tous les acteurs de domaine. Et puis, aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour pouvoir porter cette stratégie et ce plan. Donc, vous pouvez nous rejoindre ou devenir membre de Muria, qui est un réseau multidisciplinaire des acteurs de la santé. On passe au diapo suivant. Alors, la conformité avec notre stratégie sur la résistance antimicrobienne, on s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment... Il y a encore du travail à faire. Donc, aujourd'hui, on travaille avec d'autres corps médicaux comme les infirmiers. Donc, j'aimerais conclure avec ce diapo. Aujourd'hui, donc c'est une source importante parce que si une communauté ne comprend pas le langage qu'on parle, par exemple, dans les différents dialectes en Afrique du Sud, s'il n'y a pas le langage adapté, donc
question ici, c'est comment éduquer nos populations si on n'a pas les mots, la terminologie dans leur langue maternelle. Donc ça, c'est un enjeu majeur. On voulait aussi voir si les antimicrobiens étaient, la disponibilité des antimicrobiens, et on a constaté que à 80% des cas, les pharmaciens ont dispensé des antimicrobiens dans des cas d'infection urinaire. On sait qu'aujourd'hui, dans les milieux ruraux, vraiment, il y a cette prescription sans ordonnance. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas avoir une approche punitive, mais plutôt essayer d'éduquer nos populations. En tout cas, merci beaucoup à tous de m'avoir accueilli et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre présentation et de ces éléments intéressants sur l'aperçu. Merci pour ces aperçus de l'Afrique du Sud dans le rôle des pharmaciens dans la prévention et gestion des infections tropicales. Je vais peut-être accueillir nos intervenants pour qu'ils répondent à toutes les questions qui ont été posées. Je vais peut-être demander à nos intervenants d'activer leur vidéo et puis on peut parler des perspectives d'avenir. Alors, dans le contexte africain et pour les perspectives d'avenir, quels sont les enjeux que vous avez identifiés auxquels font face les pharmaciens et quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Donc, c'est ce qu'on essaie vraiment de partager, mais comme vous avez vraiment, au moment de vos présentations, pardon, il y a eu des questions, donc je vais lire les questions et puis après, si la question vous a été adressée ou relève de votre domaine, on vous demandera d'y répondre. En tout cas, donc, merci beaucoup de vos présentations, Dr Jodas Chelak et Dr Koundou. Donc, la première question. Alors, la question, merci à vos présentations, Dr Reynol. Les préparations impromptues, les préparations magistrales sont-elles encore courantes dans votre région? Si oui, quel type de préparations sont souvent réalisées? Cela signifie-t-il que les médecins demandent encore des préparations spécifiques? Quel type de formation, de spécialisation est nécessaire pour qu'un pharmacien puisse préparer? J'allais répondre. Oui, nous avons aujourd'hui les pharmacies d'hôpital sont toujours impliquées, mais surtout pour les enfants, surtout quand les dosages pour les enfants ne sont pas disponibles et puis surtout que les enfants ont besoin donc des dosages précis. Nous avons aussi, suite à le fonctionnement de leur rein ou de leur fonctionnement de rein, ils vont avoir besoin d'une composition différente en termes de médicaments. Et donc, les pharmaciens vont se retrouver dans ce rôle de composition ou de diversification de médicaments pour pouvoir répondre aux besoins cas par cas. Je sais aussi qu'il y a des certifications, ou en tout cas des formations requises pour acquérir les compétences et les connaissances parce que nous avons encore, nous avons encore un certain nombre de médicaments qui ont besoin
de compounding ou d'approche d'association des médicaments pour traiter les différents cas. Alors, ils ont aussi identifié aussi qu'il y a des produits qui peuvent être utiles dans la préparation des médicaments qui ne sont pas encore peut-être très populaires ou très connus chez les pharmaciens. Merci beaucoup, docteur Joda, de votre retour. Peut-être dans la plupart des cas, par exemple, quand les enfants reçoivent une dose d'adulte, c'est qu'on s'imagine que les enfants sont des mini-adultes, des petits adultes. Donc, non, ils ne sont pas adultes. Donc, les, le- la pédiatrie, ou en tout cas le traitement pédiatrique pour les enfants, devrait aussi être partie intégrante du rôle des pharmaciens. Je peux dire que les pharmaciens ont un impact positif sur les infections, mais aussi de souligner aussi que c'est important que les pharmaciens puissent avoir un rôle, dans leur rôle ou dans leur exercice, avoir une approche holistique. Une autre question, on, on a l'impression qu'on se focalise sur une certaine pratique en termes de parole et qu'on oublie d'autres concepts. J'aimerais bien poser la question aux panélistes. Nathalie, peut-être peut répondre à cette question. Est-ce qu'on se focalise que sur l'aspect pharmaceutique et on oublie les autres? Je pense que vraiment, c'est pertinent, c'est vrai, surtout si on analyse les cas des États-Unis et en Europe, la pharmacie clinique n'est pas le même que dans nos pays, mais selon les études, on n'a pas ce rôle vraiment de pharmacien clinique, on a un joue le rôle vraiment que de pharmacien. On n'a on n'a pas vraiment des pharmaciens cliniciens qui participent et on a donc, bien sûr, on essaie de gérer comme on peut, mais je pense que vraiment, tout le monde a besoin, tous les corps médicaux, tous les acteurs médicaux doivent travailler en collaboration. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais l'approcher la pharmacie clinique. On s'éloigne un peu de la recherche et le développement. Donc, pour moi, je pense que quand le conseil pharmaceutique au Nigeria a suggéré des solutions, on a continué à parler vraiment d'une stratégie particulière pour que le pharmacien du futur ne soit pas formé tout simplement en tant qu'un pharmacien clinique, mais on voulait avoir ce pharmacien qui reste pertinent dans la recherche, dans l'industrie pharmaceutique, qui soit vraiment assez ouvert sur les différents domaines de la pharmacie. Et bien sûr, il y a cette composante scientifique et la composante clinique. Donc, l'idée est vraiment de lier les deux pour pouvoir avoir le pharmacien qui peut s'orienter soit dans la recherche ou dans l'industrie et qui reste bien équipé grâce à la formation. Donc, je pense que c'est quelque chose peut-être qui pourrait être approché au niveau global pour être sûr qu'on ne s'éloigne pas de la science, qu'on ne soit pas impliqué de la science. Il faut vraiment qu'on reste euh, dans ces démarches. Et puisque c'est vraiment sous forme de trépied, il y a la science, l'éducation et la pratique. Nous
sommes des pharmaciens qui sont prêts à pouvoir servir ou s'investir dans ces trois dimensions et pas seulement que dans la dimension clinique. Je pense que vous avez raison d'ailleurs, parce que compte tenu des présentations de tous les intervenants, ils ont tous parlé des rôles du pharmacien ou des pharmaciens et c'est pas qu'un seul rôle. D'ailleurs, quand on parle de la chaîne d'approvisionnement, de la recherche, l'éducation et bien sûr le cadre réglementaire où on parle des lois qui vont affecter la profession, qui vont impacter la profession des pharmaciens. Donc, c'est peut-être ce que l'accent a été mis sur le renforcement du rôle des pharmaciens dans la dimension clinique, mais comme docteur Jeda vient de le dire, c'est vraiment important à un moment de pouvoir classifier ou en tout cas identifier les zones de spécialisation. Donc, on aurait le pharmacien formé, euh, le pharmacien va de base, mais avec une ouverture sur des spécialisations différentes pour que tous les rôles puissent être adoptés et basés sur les connaissances scientifiques. Je vais voir s'il y a d'autres questions dans la messagerie. Est-ce que vous avez des idées sur la formation? Avez-vous des suggestions pour organiser la formation des étudiants en pharmacie dans différents pays d'Afrique? Je suis professeur de microbiologie dans une université privée en Égypte. Est-ce qu'on a un programme pas nécessairement standardisé, mais essayer d'adapter en fonction ou par contexte des pays pour qu'il y ait des échanges ou d'apprentissage par pair? Est-ce il y a un plan en ce moment? Je suis en train de penser, par exemple, l'association peut-être des écoles, des instituts pharmaceutiques. J'ai répondu à cette question d'une certaine manière en disant que grâce au FIP, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une association des écoles pharmaceutiques en Afrique. Donc, ça devrait être une vraie école ou un vrai espace de partage d'expériences, plateforme d'échange, à la revue ou la révision à des curriculums adaptés au contexte africain. Donc, il y a un travail en cours à ce sujet, à cet égard, mais entre-temps, le programme en cours démontre aussi qu'on peut réaliser plus de résultats en collaborant. On a beaucoup de plateformes, FIP ou d'autres où on peut se rencontrer, échanger, on a les données, mais après, hop, tout est oublié et rangé quelque part. Mais ici, il y a un contexte où il y a vraiment des vrais besoins. Vous avez été dans des conférences, mais vous pouvez vraiment aussi essayer d'engager un dialogue avec les institutions, différentes institutions en Afrique pour essayer de comprendre comment vous pouvez bénéficier, soit vos étudiants, soit votre personnel. Et puis peut-être, on a tous ces liens ou ces réseaux déjà établis, mais qui ne sont pas peut-être suffisamment utilisés ou en tout cas pas suffisamment exploités. Je voulais juste dire pour tout le monde, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait des échanges ou des liens internationaux et régionaux pour avoir accès à une formation pharmaceutique de base qui peut être adaptée en fonction des pays. Je pense que le FIP va publier un rapport en 2023 qui va parler aussi de l'éducation, de la communication. Et bien sûr, nous travaillons tous sur le continent africain. C'est ce qu'on est en train de faire au sein du Myriam. Et ce qu'on constate aujourd'hui,
ça fait 7 ans, 6 ans qu'on travaille sur le continent africain, travaille en tant que, avec une approche collaborative. Même si on travaille ensemble, on a besoin vraiment d'adapter, en tout cas d'individualiser, d'approcher chaque pays en fonction de son contexte. Par exemple, nos collègues au Kenya, on a identifié les thèmes communs et on les a adaptés à nos pays respectifs en fonction du contexte de chaque pays, de la situation dans le pays. Donc, je pense que l'éducation vraiment peut être disséminée sur la région, le continent, mais quand on parle de la collaboration, ils vont analyser nos besoins, analyser ce qui se déroule ou ce qui est mis en place dans d'autres pays, et puis peut-être essayer de publier des recommandations africaines. Pour être tout à fait honnête, vous pouvez adapter les orientations européennes, américaines, mais il est temps qu'on puisse publier maintenant les grandes lignes, les grandes orientations africaines. Et effectivement, en effet, quand je parle de l'adoption et de l'adaptation, c'est en fonction de nos situations, nos contextes et nos besoins. Euh, Si je me rappelle très bien, le docteur Muffin n'a pas pu continuer avec nous à cause des problèmes de connexion. Il a parlé de la pauvreté et il a parlé du cycle vicieux de la pauvreté, de ces maladies communicables, de ces infections. Quand les gens sont pauvres, ils sont plus exposés puisqu'ils vivent dans des conditions qui les exposent et puis ils n'ont pas suffisamment de ressources financières pour pouvoir avoir accès au traitement. Donc, compte tenu de toutes ces circonstances et parlant de notre rôle en tant que pharmacien, on a besoin d'adopter et surtout d'adapter en fonction de nos besoins. Parce que la charge de ces maladies, ou en tout cas le fardeau, est différent comparé aux pays développés, puisqu'on ne parle pas des mêmes maladies, mais c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions adaptées à nos contextes et pouvoir, qui peuvent aussi être adoptées et acceptées par nos populations au niveau de la base. Donc, ce rapport qui va être publié, vous pouvez tous y avoir accès. Est-ce que je peux dire juste une petite chose, s'il vous plaît? Voilà, je pense que c'est une initiative assez extraordinaire. On a aussi analysé les lignes d'orientation de l'OMS sur l'Afrique et on constate que on se rend compte qu'il y a des pays, par exemple, qui n'ont pas des stratégies sur certaines prophylaxées. Donc, la question ici de savoir est-ce que c'est applicable, est-ce que cette orientation de l'OMS, est-ce qu'elle est applicable dans votre pays? Est-ce qu'elle est applicable sur notre continent? Donc, c'est bien d'avoir ces recommandations, mais est-ce qu'elles sont applicables dans nos contextes? Merci beaucoup. Il nous reste que quelques minutes pour clôturer notre séance. On aimerait passer à la prochaine étape, donc l'enquête, une petite enquête pour vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répondre à cette petite enquête pour pouvoir informer et nourrir nos prochaines perspectives? Est-ce que ce webinaire est, est utile pour votre domaine de pratique? Est-ce que vous voulez poser une question ou... D'accord.
qui sont en accord et 44%, donc en gros 95% confirment que ce webinaire est pertinent et cela nous aide énormément pour pouvoir élaborer ou définir d'autres webinaires. Il y a un commentaire. La deuxième question. Est-ce que vous aimeriez avoir un autre événement en ligne en 2023? C'est juste, vous pouvez répondre par oui et non. Si ça vous semble pertinent de notre côté en tant que FIP, on va vraiment essayer de définir, ou en tout cas d'élaborer un programme qui répond à, à votre intérêt. Merci beaucoup. 98% aimeraient continuer avec les événements webinaires. 2% ont répondu non. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants, Nathalie, Sheila, Carnola, Joda et Dr. Mefin Pundu, et nos facilitateurs du FIP, Noran et Alison. Merci beaucoup de votre organisation pour pouvoir animer vraiment ce webinaire et ce programme qui est vraiment pertinent pour les pharmaciens. La résistance antimicrobienne est un sérieux problème et qui a été abordé aujourd'hui, et on se retrouve dans une situation où on ne sait pas d'où l'on vient et quelles sont les options d'avenir. Donc, c'est vraiment pour juste revenir à la terminologie qu'elle a utilisée, c'est une promiscuité de ces antimicrobiens et avec des surprises en termes d'infection. Donc, nous avons vraiment besoin de collaborer avec d'autres secteurs, incluant par exemple le secteur agricole, puisqu'on a vu qu'il y a des contaminants, des résidus dans les produits agricoles qui contaminent, en tout cas qui infectent aussi l'humain, qui passent à l'humain. Des fois, on se définit en tant que pharmacien, mais des fois, on se définit aussi comme pharmacien fermier dans le sens où on doit collaborer avec les agriculteurs et les fermiers pour collaborer, afin de collaborer avec eux sur ces questions de résistance antimicrobienne. Donc, 2023, on va se retrouver avec d'autres programmes pour pouvoir améliorer notre rôle en tant que pharmacien. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer à travers notre site web. Nous avons d'autres programmes aussi. Ici, nous avons une documentation qui a été publiée, qui est disponible en anglais, en français et en portugais. Et il y a des informations sur notre site web, et la documentation, le petit livret aborde le thème des vecteurs maladies osseuses. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter notre site web événements.fip.org pour être au courant des événements futurs. Nous avons pas mal de choses pour vous afin d'améliorer
notre rôle en tant que pharmaciens. Les pharmaciens, unissons-nous sous une même voix. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc, ceci marque la fin de notre séance. Merci.